On reste sur ces sujets parce que nous avons le témoignage de ces gendarmes qui ont été agressés sur ce fameux pont Sédar-Senghor samedi. Et donc, je voudrais qu'on les écoute ensemble. Ils ont été recueillis, bien sûr, par nos équipes. Écoutez les témoignages. On arrive sur la manifestation des Gilets jaunes, donc en tant que force de l'ordre. Je suis gendarme. On était sur un pont. On avait pour but de maintenir les manifestants d'un côté du fleuve. Et donc, ils n'ont pas vraiment cherché à discuter. Au bout d'un moment, c'est monté en pression. Il y a eu des projectiles, multiples projectiles. Donc, pierres, bombes agricoles, tout ce qu'ils pouvaient prendre. Et ça a forcé, ça a poussé. Donc, plusieurs centaines de personnes nous poussent. Et au final, il y a un manifestant qui est arrivé par derrière, m'a projeté au sol. Et à partir de là, plusieurs m'ont roué de coups, dont la personne qui m'a jeté au sol. Le fameux boxeur. C'était tapé pour vraiment faire mal, voire tuer s'il pouvait. J'ai essayé de me relever au plus vite, ce que j'ai réussi à faire, et ensuite me mettre en retrait pour reprendre mes esprits et voir ce que je pouvais faire. Voilà donc ce témoignage d'un des 2 gendarmes qui ont été agressés par le boxeur qui s'est rendu ce matin. Donc on continue à en parler. Face à la violence, on sait qu'Édouard Philippe, le Premier ministre, va s'exprimer tout à l'heure et annoncera des mesures d'ordre public, dit Matignon. Merci Mounir Mahjoubi de nous avoir rejoints. Vous êtes secrétaire d'État chargé du numérique et vous êtes parti à la rencontre des Gilets jaunes. Vous avez une réflexion particulière là-dessus. Moi, je voudrais qu'on parle aussi de comment rétablir l'ordre et comment aussi éviter les violences, puisque c'est quand même fondamental. Danielle Simonet, vous êtes oratrice nationale de la France Insoumise. Merci. Guillaume Tabar, éditorialiste au Figaro. Constance Le Grip, députée Les Républicains des Hauts-de-Seine. Thomas Toussaint, merci d'être avec nous. Vous êtes délégué national du syndicat UNSA Police. Et Nicolas Arpagian, expert en cybersécurité. Vous avez écrit La cybersécurité aux éditions PUF. C'est important, la cybersécurité, parce qu'en réalité, la question qu'on se pose aujourd'hui sur le plan purement de la violence ou de l'anticipation des situations, on se demande, j'entends autour de moi, pourquoi finalement ce boxeur de samedi n'a pas été arrêté tout de suite. Il a été identifié très rapidement, c'était spectaculaire. Mais aussi, comment ça se fait que la police peut-être est dépassée parce qu'elle ne sait pas où se trouvent les gilets jaunes, elle ne sait pas si ce sont des éléments très violents, si ce sont des éléments plus pacifiques, si ce sont, etc. Pourquoi? Est-ce qu'on a une explication, je dirais, plus technique de ça? Alors, l'explication, elle est déjà la mise à disposition d'une information qui va être horizontale. C'est-à-dire que ceux qui peuvent être des individus isolés peuvent créer de l'information, la partager, la diffuser, l'amplifier, sans être sur une logique justement verticale où il fallait un émetteur qui allait l'essaimer auprès d'un plus grand nombre. Là, chacun va s'approprier auprès de sa communauté cette information concernant le lieu, les modalités de manifestation et surtout la capacité, si le compte était fermé à l'issue d'une procédure ou d'un signalement, le fait de pouvoir en reconstituer un assez rapidement. C'est vrai que c'est inédit en termes de diffusion et de mise à disposition de l'information. Ça met en difficulté les agents, les services de renseignement, ceux qui sont chargés sur le terrain d'essayer d'anticiper les situations. Ça permet la viralité. La viralité, c'est aussi bien une mobilisation pour des causes, en tout cas constructives, des causes dynamiques. Là, on voit bien qu'on peut se partager l'information à très grande vitesse, quitte justement à avoir des outils qui sont très performants, peu coûteux et faciles d'usage et qui sont largement répandus. Là, on voit bien que Facebook est un accélérateur, une capacité d'entretenir le lien entre des gens qui ne se connaissent pas forcément, ont que des intérêts partiaux en commun, mais qui peuvent manier cet outil, y accéder, l'alimenter. Vous avez parlé de ce boxeur, entre guillemets. Vous voyez bien que vous avez des images qui sont disponibles de la part de professionnels, mais également il a reçu un soutien avec une cagnotte, de l'argent. Voilà, c'est-à-dire que ça, on va pouvoir avoir toute la fluidité du numérique, également la mise à disposition d'informations. D'ailleurs, vous le dites à côté du secrétaire d'État chargé du numérique. Bien sûr. Après, c'est pour ça qu'on ne parle bien que d'outils agnostiques. Ce sont bien les usages et les finalités qui, elles, sont éminemment humains. La technologie permet cela. Avant de venir vers vous, Mounir Mahjoubi, je voudrais voir avec vous, Thomas Toussaint. Les policiers sont-ils dépassés aujourd'hui par la situation? Samedi, c'était un peu compliqué puisque on était sur un dispositif qui était, il semblerait au départ, cohérent en fait, parce qu'il y avait 2 manifestations qui étaient déclarées avec un nombre plus ou moins de manifestants définis. Et en fait, on s'est retrouvé assez rapidement dans un contexte qui a changé. Et on est revenu, si vous voulez, dans un contexte des week-ends passés, avec des manifestants qui se sont mis à errer dans les rues de Paris et qui ont commis des faits de violence, d'exaction en tout genre. Et donc ça, du coup, c'était pas prévisible, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu un travail d'anticipation de cette situation?
Malheureusement, on n'est pas trop dans la tête des gens. Peut-être qu'on a été un peu trop naïf, j'ai envie de vous dire, et qu'on avait envie de croire que ça allait bien se passer. Sauf qu'au final, on voit que la finalité, elle est toujours la même. C'est que les forces de l'ordre finissent en bouc émissaire comme tous les samedis. Mounir Marjoubi, alors est-ce que les policiers ont été dépassés? Ça veut dire aussi, est-ce que le gouvernement n'a pas assez anticipé cette possibilité justement de débordement? Dimanche, il y a eu une autre manifestation, celle des femmes qui portent le gilet jaune. Cette manifestation s'est bien passée, c'est déclaré, c'est bien déroulé. La manifestation de samedi, elle avait bien démarré aussi. Elle a été déclarée pour la première fois. Il faut quand même saluer qu'aujourd'hui, ce mouvement accepte de s'organiser, de respecter des règles. Et puis, vers le dernier quart, vers la fin, certains ont arrêté de suivre le tracé qui avait été décidé en commun entre les organisateurs et les forces de l'ordre. Puis ils ont pris cette passerelle. Vous vous doutez bien que cette passerelle, elle n'est pas faite pour faire passer tout un convoi de plusieurs milliers de personnes. Et pourtant, parce qu'ils ont vu des forces de l'ordre, ils y sont allés pour taper. Moi, j'ai été très déçu après samedi, après la violence de samedi. Je l'ai très mal vécu parce que c'est une trahison du pacte entre ceux qui ont cette volonté sincère de vouloir changer les choses autour d'eux et ceux qui sont venus tout casser. Et maintenant, la responsabilité pour tous ceux qui ont manifesté au démarrage, pour celles qui ont manifesté dimanche, c'est de dire que les images qu'on a vues, le boxeur, mais au-dessus du boxeur, ceux qui essayaient de mettre des coups aussi. Et puis, ceux qui autour le soutenaient. Et puis, ceux qui aujourd'hui sont encore en train de dire, il avait peut-être raison de se battre. Ceux-là, aujourd'hui, ils doivent condamner ces violences. Ceux-là, s'ils veulent pouvoir continuer à discuter, ils doivent dire que ces violences, elles sont inacceptables. Quand on brise les portes d'un ministère, on brise les portes de la France, on brise les portes de la République. Aujourd'hui, il faut plus de courage pour dire on vient parler, on vient discuter, on vient participer au grand débat, que pour tout casser. Tout casser, c'est moins courageux que de participer. Tout casser, c'est moins courageux que d'accepter, d'expliquer ce que l'on souhaite, de le monter. Aujourd'hui, le gouvernement a tendu la main. On est présent, on est là, on est au niveau. Je l'ai écrit dans une tribune longue la semaine dernière où j'essaye de dire, et j'appelle tous les membres de la majorité de se mettre, de s'élever à hauteur des Français, d'être disponibles pour cette écoute. Et là, cette violence, c'est inacceptable. Oui, c'est un peu en contradiction avec ce que vous dites. Daniel Simonet, on a été surpris de voir Jean-Luc Mélenchon et sa réaction sur, notamment, on va en voir les images, le tractopelle qui défonce la porte du ministère de Benjamin Griveaux et Marc Fesneau. Et là, il fait la comparaison avec sa porte à lui qui a été ouverte par les policiers le jour de la perquisition. Et il dit, en gros, pourquoi est-ce que Benjamin Griveaux est choqué parce qu'on a défoncé sa porte? Enfin, il a une réaction qui est extrêmement surprenante. Franchement, moi, j'aimerais bien qu'on revienne surtout sur le fond. Non, mais d'accord. Expliquez-moi pourquoi il réagit comme ça. Est-ce qu'il ne doit pas condamner d'abord un acte violent qui est de défoncer la porte d'un ministère? Il faut surtout prendre conscience d'une chose. Depuis le début de ce mouvement, c'est-à-dire depuis les premières manifestations du 17 novembre, l'unique stratégie de la part d'Emmanuel Macron, de la part de l'ensemble du gouvernement, c'est de mettre en épingle les premières formes de violence qui ont pu s'y exprimer, les premiers débordements qu'il y a pu avoir, pour tenter de dénigrer, de mépriser la mobilisation des Gilets jaunes. C'est pas vraiment ce que j'ai passé. Mais bien sûr que si, il y a un point. Je suis pas d'accord avec vous. Les déclarations encore ce matin de Benjamin Griveaux, je comprends pas que vous en fassiez pas le sujet du débat de ce soir, parce que quand vous avez Benjamin Griveaux, c'est quand même pas n'importe qui dans le gouvernement, qui est capable de parler d'esprit munichois, en citant Jean-Luc Mélenchon, après avoir fait toute une tirade qui visait finalement à assimiler l'ensemble des Gilets jaunes à des personnes finalement antisémites, homophobes, enfin il y a un dénigrement gravissime. Je veux dire, parler d'esprit munichois, c'est laisser sous-entendre que la manifestation est une manifestation de nazis. C'est ça que ça veut dire en termes de référence Daniel, historique. vous avez lu ce que j'ai écrit ces derniers jours. On va l'écouter, Benjamin Griveaux. Je tiens à dire que c'est une impasse. Cette manifestation de ce week-end a montré que c'était une impasse et stratégie de pourrissement de la situation. Il faut une réponse politique. On va y venir. Attendez, écoutez Benjamin Griveaux, justement, c'est ce qu'il a dit ce matin. Les images démontrent qu'il y avait des gens qui portaient des gilets jaunes et des gens qui n'en portaient pas. Les deux se mélangent. Et donc, vous avez, et moi je fais bien la distinction, ceux qui ont dû, je vais vous dire, pour mettre un gilet jaune, aller sur un rond-point, ensuite dans des petites villes, où tout le monde vous connaît, il faut beaucoup de courage. Parce que vous êtes en train de dire à vos voisins, à vos amis, à vos parents, à vos enfants, que vous n'y arrivez plus, que vous n'arrivez plus à joindre les deux bouts. En revanche, il y a beaucoup de lâcheté de la part de ceux qui s'attaquent à des bâtiments publics, qui boxent des policiers sur le pont des Arts, qui s'attaquent à des parlementaires, qui envoient des lettres racistes, évidemment sous couvert d'anonymat.
Bon, voilà, ça fait partie des... C'était pas cet extrait-là dont Non, je parce que tire mes propos. celui-là est mesuré. Vous n'avez pas montré celui qui était le plus scandaleux. Daniel, vous pouvez pas... On avait celui-ci, mais enfin, en tout cas, il en a parlé. Constance Le Grip, on a aussi été un peu surpris peut-être par une condamnation de la violence, mais en même temps, une façon de renvoyer au gouvernement d'un ton provocateur, enfin, de mettre à égalité, en quelque sorte, des agissements violents et le ton du gouvernement. Non, je ne crois pas qu'on puisse imaginer qu'il y ait la moindre ambiguïté, la moindre ambivalence chez les Républicains dans les déclarations des principaux responsables des Républicains, porte-parole, président du Sénat et autres personnalités qui se sont exprimées depuis plusieurs jours et qui condamnent de manière extrêmement nette, extrêmement claire, extrêmement ferme les violences totalement inacceptables en démocratie qui se sont déroulées samedi encore, de manière encore plus flagrante et choquante, mais également les samedis précédents. Aucune ambiguïté là-dessus. Nous condamnons fermement la violence, y compris quand elle s'exerce à l'encontre de la porte du ministère, du porte-parole, bien évidemment, de même que nous avons été très nombreux à exprimer notre solidarité envers les parlementaires dont les permanences sont taguées, qui sont personnellement ou sur le plan familial intimidés, menacés. Les journalistes également, nous exprimons notre préoccupation. Maintenant, oui, je vous remercie d'évoquer le fait que les journalistes de BFM TV, les reporters, aujourd'hui, ont protesté évidemment contre les violences qu'ils ont subies, les équipes, par les Gilets jaunes de ces derniers temps. Tout à fait clair. Chez nous, absolument, et cela fait partie des préoccupations que nous exprimons tout à fait fortement, ainsi que d'autres manipulations qui mettent à mal quand même la manière dont nous concevons, nous, dans un pays libre comme la France, l'information et la manière dont doit se fabriquer et circuler les informations. Une fois que l'on a dit cela, il y a eu néanmoins un certain nombre de déclarations. Alors, je ne mets pas du tout en cause Monsieur Majoubi, qui est certainement un homme de bonne volonté et dont j'ai lu le texte avec beaucoup d'attention, mais chez d'autres membres du gouvernement ou responsables de la République En Marche, des propos, des expressions, des phrases qui ne venaient en rien contribuer, c'est le moins que l'on puisse dire, à créer un climat d'apaisement et qui n'étaient en rien inspirés de la volonté de tendre la main, d'être dans une posture d'écoute avec ce qu'elle comporte, de simplicité, d'humilité et de modestie. J'appelle à de l'humilité. On va en parler. Guillaume Tabar. Dans ce débat auquel on assiste, enfin, je pense que c'est le reflet d'une double ambiguïté. Je pense qu'il y a une ambiguïté qui est volontaire et dangereuse de la part de Jean-Luc Mélenchon, et qui a une ambiguïté qui est, je pense, involontaire, mais qui est pour le moins maladroite du gouvernement. Elle n'est pas délibérée, elle n'est pas volontaire. En tout cas, l'objectivité, bien évidemment. Mais non, pas du tout l'objectivité, on analyse de mon point de vue. Elle n'est pas délibérée, on va en parler. Et que je vais juste un peu vous expliquer. Parce que quand Jean-Luc Mélenchon met à pied d'égalité une perquisition dont il a fait l'objet, dont je veux bien admettre qu'elle soit désagréable, voire contestable, mais en tout cas qui était dans les règles d'une procédure judiciaire, et un tracteur qui vient défoncer la porte d'un ministère, honnêtement, ce n'est pas... C'est la confusion. C'est pas l'essentiel de la discussion de ce soir, mais disons qu'on a noté cette réaction qui était plutôt surprenante. Maintenant, la question c'est, est-ce que effectivement les policiers sont dépassés? Est-ce qu'il y a une volonté de la part du gouvernement de cliver, de dramatiser? C'est pour ça que je parlais aussi de l'ambiguïté du gouvernement, en assumant également ce point de vue, parce que je pense que c'est vrai que dans ce climat très tendu, très électrique, tous les propos peuvent avoir des incidents. Je ne dis pas qu'ils provoquent, en tout cas, aucun propos n'est neutre. On voit bien d'ailleurs les propos de Mounir Majoubi qui reconnaît, qui distingue parmi les gilets jaunes ceux qui veulent dialoguer et ceux qui veulent uniquement casser. Et c'est vrai que dans une séquence récente, Benjamin Griveaux notamment a eu des propos qui pouvaient sembler plus unilatéraux. Lorsque vendredi, à l'issue du Conseil des ministres, il parle d'agitateurs. Bon, on est à la veille de la manifestation et il ne dit pas attention, samedi, il y aura des gens qui viendront légitimement manifester et d'autres dont il faudra se méfier. Il dit que maintenant, en gros, que le gouvernement a fait des gestes en retirant la taxe carbone, en sortant les 10 milliards. Bon, en gros, que ceux qui restent ne sont plus désormais que des agitateurs. Je pense que ce propos à la veille d'une manifestation était à tout le moins maladroit, ce qui ne justifie en rien d'ailleurs les réactions qu'on a vues samedi. Est-ce que c'est délibéré de la part du gouvernement d'une certaine façon pour dire, ben voilà, maintenant, il y a une forme de résidu de ce mouvement qui est sur le convoi, qui se radicalise, qui est violent et qui notamment s'en prend aux forces de l'ordre. On va écouter Christophe Castaner dans un instant.
et pour peut-être cliver à l'intérieur même des Français pour ramener et dire un peu le chaos ou nous, quoi. C'est nous ou le chaos? Il faudrait être fou pour vouloir provoquer le désordre dans son pays pour espérer avoir raison. Évidemment que personne dans ce gouvernement ne se dit « Allons, suscitons le désordre, que tout cela se batte et si ça finit dans le sang, alors on pourra s'en sortir ». Celui qui pense ça est fou. La position du gouvernement, elle est simple. Elle est évoquée par tous, chacun avec des mots différents. Écoute et fermeté. Sur l'écoute, j'ai essayé de le dire longuement dans un texte dans Le Monde la semaine dernière parce que je pensais qu'il fallait prendre le temps de l'expliquer. L'écoute, c'est cette position humble, cette position d'humilité, à hauteur d'homme, où on écoute ce qui se passe vraiment dans la vie de ceux qui se sont mobilisés, qui ont quitté leur famille pour aller se mettre sur un rond-point. Il faut vraiment en avoir sacré sur le cœur pour quitter sa famille plusieurs heures par semaine, venir manifester, venir à Paris. Donc cette écoute-là, elle doit venir de nous, mais d'une façon extrêmement sincère et profonde. Et puis fermeté. Ceux qui ont brisé la porte hier, ceux-là, moi, je veux aller les arrêter. Ceux-là, je veux les choper. C'est-à-dire que c'est pas possible d'accepter que des gens pensent que pour faire valoir leurs idées, ou je pense que ça ne sont pas du tout dans la recherche d'idées, il faut y aller. Et moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est ceux que je regarde le plus, ceux qui sont les plus influents sur les réseaux sociaux, sur les 2 grands groupes Facebook. Aujourd'hui, dans leurs vidéos de réaction du week-end, je les vois avoir une attitude de plus en plus éloignée de la solution. Je leur vois avoir une attitude de facilité. L'attitude de facilité, c'est de dire « Ah, bah vous l'avez bien cherché, la violence. Maintenant, on fait quoi ?» Moi, ça me brise le cœur d'entendre ça. Ceux-là, ils ont une responsabilité parce que ceux-là peuvent dire aux autres « Notre responsabilité, c'est d'aller vers le grand débat et de s'assurer que nos idées soient entendues. » Ou alors de dire « Il faut aller vers le chaos. » Mais maintenant, il faut choisir. Oui, on a des choses à dire sur le grand débat. On va revenir. Attendez, je voudrais qu'on écoute Christophe Castaner tout à l'heure, qui s'est exprimé. Et je reviens vers vous sur justement les mesures pour essayer d'éviter aussi ce qui s'est passé, parce que les Français sont aussi fatigués de ces épisodes de violence. On écoute. La France a connu la division et le désordre. Profitant de l'expression d'une colère légitime, certains se sont lancés dans la destruction, dans la sédition, à la recherche du chaos. La République a vu ses symboles attaqués, les appels à la violence banalisés, voire, pire encore, encensés. Chaque fois, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, vous avez été présents. Voilà, Thomas Toussaint, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que peut-être le Premier ministre va annoncer tout à l'heure pour éviter ces épisodes d'ultra-violence? Le problème, c'est que ça fait déjà plusieurs années qu'on laisse un petit peu faire en matière de maintien de l'ordre et qu'on arrive maintenant à avoir des maintiens de l'ordre aussi complexes à gérer parce que derrière, il n'y a pas vraiment de judiciarisation des interpellations qui sont faites lors des manifestations. Donc ça, déjà, c'est un premier point. On le voit bien lors des manifestations du 1er mai. Il y a eu environ 1 millier d'arrestations. Il n'y a eu que très peu de déferments et donc le 1er mai dernier. Oui, et donc automatiquement très peu de condamnations. Et donc là, on est un petit peu dans la même thématique. Il y a eu plusieurs milliers d'interpellations sur certains samedis. Et si on fait le ratio, la judiciarisation, elle est assez faible. Donc vous demandez une plus grande judiciarisation. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan des réseaux sociaux ou du travail justement pour essayer d'éviter, de repérer là où ça peut exploser? Alors vous avez vu que dans les images même que vous diffusez, la source est Facebook, c'est-à-dire que ça devient l'outil également d'amplification, puisque une fois que l'événement a lieu, c'est un événement qui va être diffusé et cette vidéo va devenir un véhicule important pour, au contraire d'ailleurs quelquefois contester, mais en tout cas ça devient un élément du débat. Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas, on va pas vers une logique de censure technique préalable. À ce jour, c'est bien d'identifier quelles sont les communautés qui, effectivement, sont présentes. Alors, certainement, il y aura une démarche peut-être d'infiltration qui va être de dire, après tout, s'inscrire à des communautés, à des groupes, de manière à être destinataire dans les mêmes conditions des messages. Par contre, on voit bien que la réactivité des systèmes fait que des comptes peuvent être également fermés. Alors, dans un... Et d'autres très rapidement. Donc, c'est vrai que cette agilité-là, elle donne forcément un avantage à celui qui prend l'initiative, puisqu'il a la mise à disposition de l'outil, il choisit le tempo, l'agenda, et donc effectivement, il
il a forcément l'avantage de l'attaque. Alors, il y a eu une proposition d'un des syndicats, évidemment, au Jeu d'Alliance, du syndicat Alliance, qui demande un fichier des casseurs, de façon à pouvoir création d'un fichier des personnes interdites de manifestation sur le modèle des interdits de stade, qui pourrait pointer au commissariat en amont d'événements sensibles. Peut-être que ce sera annoncé ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel Simonet? Écoutez, il y a déjà une quarantaine de fichiers existants aujourd'hui, et vous avez un fichier, le PASP, la prévention des atteintes à la sécurité publique, dans lequel il y a déjà 44 000 personnes qui sont fichées. On va peut-être arrêter cette surenchère sécuritaire. C'est pas ça la solution. La solution, c'est de répondre politiquement à ce qui s'est passé. Moi, je voudrais vous dire une chose. Vous avez, depuis le début de cette mobilisation des Gilets jaunes, qui n'est pas simplement une mobilisation sociale, c'est vraiment un mouvement profond d'insurrection citoyenne qui pose la question démocratique. Ça l'est toujours pour vous aujourd'hui, c'est-à-dire après les incidents très graves de ce week-end. Bien sûr, quand vous avez 80% de la population qui est en accord avec la question du référendum d'initiative citoyenne, quand vous avez quasiment tout autant qui est pour restaurer l'ISF, il faut entendre politiquement ce que cela signifie. Vous savez, il y a eu 10 morts, dont une femme de 80 ans qui était chez elle par une lacrymo qui est allée accidentellement dans son appartement. Et sinon, vous avez eu plus de 2000 manifestants blessés, dont plus d'une quarantaine en état grave, pour lesquels ces personnes-là, il n'y a pas eu un seul mot de la part du gouvernement, pas un seul signe de compassion. Moi, je vais vous dire un petit extrait, qui était un extrait du préfet, M. Grimaud, qui était préfet de police en 1968, qui disait dans une lettre aux policiers à l'époque: « Toutes les fois qu'une violence illégitime est commise contre un manifestant, ce sont des dizaines de ses camarades qui souhaitent le venger. Cette escalade n'a pas de limite. » Il faut entendre ces paroles-là. C'est-à-dire que moi, je suis profondément pacifique, profondément attachée vraiment à une forme pacifique de mobilisation. Mais cette escalade avec des situations mais dramatiques, hein. Vous avez montré ces images de femmes et d'hommes qui ont perdu un œil, qui ont le visage défiguré à vie. Est-ce qu'il va y avoir un jour, de la part d'un seul membre de ce gouvernement, des mots vis-à-vis de ces femmes et de ces hommes? Daniel, il faudrait vraiment que vous lisiez ce que je publie. Je parle régulièrement de ces blessés, des deux côtés. Je salue le travail des forces de l'ordre et je rappelle à tous ceux qui vont manifester. Le président de la République. Attendez. Le Premier ministre a-t-il dit un seul mot? C'est bon. Alors vous pensez que je suis pas membre de ce gouvernement, que je ne peux pas avoir de mots pour ces blessés? Ça ne vous intéresse Constance pas? Le Grecq, Moi, je voulais simplement, à ce stade, puisque vous évoquiez la proposition, entre guillemets, faite par un syndicat de policiers de constitution d'un fichier, que nous avons, nous, les Républicains, à travers une proposition de loi déposée par Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, fait discuter et adopter une proposition de loi qui prévoit un dispositif avec constitution d'un fichier des manifestants particulièrement violents, la possibilité, après condamnation judiciaire, de les interdire, entre guillemets, de manifestation, à la même enseigne qu'il y a un dispositif anti-hooligans qui interdit de stade un certain nombre de personnes qui sont dûment répertoriées et condamnées judiciairement à être interdites. Également, une infraction pénale supplémentaire. Donc nous avons un véhicule législatif qui est déjà prêt, qui a déjà passé la première étape du Sénat, dont le gouvernement, en tout cas c'est l'une des propositions que de manière extrêmement constructive nous mettons sur la table, serait fort inspiré de vous pensez que c'est là-dessus, c'est comme ça que le gouvernement peut reprendre la main? C'est sur ce terrain-là? En tout cas, je pense qu'il y a un double impératif pour lui avec ces annonces. Le premier, c'est de montrer que face à tout ce qu'on a vu depuis toutes les semaines, il ne se contente pas d'être dans l'indignation et dans la dénonciation de la violence, mais qu'il est aussi dans des propositions concrètes. Alors, est-ce que ces propositions sont crédibles? On le verra ce soir. Et puis, il y a un enjeu politique aussi, parce que la politique, elle reste quand même présente. Je pense, c'est de faire basculer une frange de l'électorat, et notamment l'électorat principalement venu de la droite, qui aujourd'hui, par anti-macronisme, soutient les Gilets jaunes, qui, de cette manière, vit par procuration son opposition à Emmanuel Macron. Mais cet électorat-là, qui est attaché à l'autorité de l'État, à l'ordre, au respect des forces de police, au respect des symboles de la République, qui pour l'instant n'a pas été, j'allais dire, suffisamment choqué par cela pour basculer dans l'opposition aux Gilets jaunes. Et je pense que si le gouvernement joue cette carte, appelons-la la carte de l'ordre, en tout cas celle de l'autorité,
Il y a un enjeu qui est... Ah voilà, mais et je pense la restauration de l'ordre républicain. La criminalisation et de la judiciarisation. Et je pense effectivement le fait qu'une partie de la gauche ce soir dira peut-être répression, on va nous dire ça y est, c'est Marcellin et la loi anticasseur qu'on nous ressort. Précisément, je pense que ces réactions-là de refus d'autorité de l'État vont peut-être contribuer à ce que l'électorat plus à droite se reconnaisse davantage dans ces mesures. Un mot, Thomas Toussaint, il nous reste quelques secondes. C'est vrai qu'il y a 4 ans, c'était Charlie Hebdo. Oui. C'était l'attaque. Beaucoup de policiers, évidemment Mohamed Merabet, Clarissa Jean-Philippe, etc. Enfin, et là, c'est beaucoup d'autres. Il y a eu ces embrassades avec les policiers et aujourd'hui, on est dans une relation extrêmement violente avec les policiers. Comment vous le vivez ? Je vais vous dire, moi, j'y étais lors de la manifestation où on a eu plusieurs millions de personnes entre République et Bastille. Il y a des dizaines de personnes qui sont venues nous voir, les CRS, les policiers qui étaient sur le terrain et qui encadrions à l'époque cette manifestation, qui était classée à haut risque. Je vous le dis, on n'était pas tranquille ce jour-là quand même, au regard de ce qui s'était passé quelques jours auparavant. Et maintenant, on le savait déjà tout ça. C'est que les gens, ils étaient tous Charlie. Et puis là, ils oublient tout ce qui s'est passé. Et malheureusement, à chaque fois qu'il y a un attentat, on compte sur les forces de l'ordre, tout le monde se cache chez soi. Et puis, on ne repense plus à ce qui s'est passé. Donc c'est quand même assez triste. Et à chaque fois qu'on se retrouve, je l'ai dit tout à l'heure, les boucs émissaires, on est les derniers remparts et on s'en prend toujours à nous. Alors qu'en fait, au départ, et on l'a annoncé dès le début, qu'on avait quand même pas mal de similitudes dans les revendications de ces gilets jaunes. Et ce qui est paradoxal, c'est que maintenant, c'est nous qui sommes la cible de ces gilets jaunes pour partie, parce que bon... Une partie d'entre eux, en tout cas ceux qui exercent des violences, en tout cas. On l'a dit tout à l'heure, il y en a qui malheureusement agissent par mimétisme avec des lots de casseurs, j'ai envie de vous dire, presque habituels, quoi. Parce que de toute façon, sur chaque manifestation, en fin de cortège, c'est assez souvent le même théâtre, malheureusement. Merci beaucoup à vous. Et c'est le 20h politique tout de suite avec Alain Marchal.